Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue à cette soirée spéciale qui est la nuit de la lecture de Racines de ciel, fabriquée par Racines de ciel, que nous avons baptisé quelque part dans l'inachevé, et je laisse ensuite à Ornella le soin de nous dire l'origine de cette expression. Donc, à soirée d'exception, deux invités d'exception, Ornella Vorpsi, bonsoir. Vous êtes né à Tirana en Albanie, formé aux Beaux-Arts dans votre Albanie natale. Vous quittez votre pays au début des années 90 pour l'Italie, puis pour la France à la fin des années 90. Vous menez un parcours singulier entre la littérature et les arts visuels, romans, photographie, peinture, même vidéo. Vous êtes révélé par le roman Le pays où l'on ne meurt jamais, en 2004, écrit en italien, c'est important de le mentionner, salué par la critique et récompensé en Italie. Et votre premier texte écrit directement en français, ce sera en 2014, Tu convoiteras, 10 ans plus tard, suivi de L'été d'Olta en 2018. En parallèle, votre œuvre plastique, photographie, peinture, dessin, est également reconnue, exposée en France, en Suisse, en Italie, dans d'autres pays européens, jusqu'à la Biennale de Venise, à laquelle vous participez en 2016. Et mon invité à ma gauche, Atik Rahimi, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Vous êtes né à Kaboul, en Afghanistan. Vous avez suivi des études de lettres de votre ville natale et ensuite vous avez quitté ce pays en 1984, donc lorsque l'Afghanistan était ravagé par la guerre entre soviétiques, moudjahidines et talibans notamment. Et vous avez d'abord donc fui l'Afghanistan pour le Pakistan, voilà, c'est plus juste comme ça. Puis ensuite vers la France, où vous obtenez aussi votre doctorat en audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Mais vous vous imposez d'abord comme romancier, puisque Terre et Cendres est particulièrement remarqué en 2000. Il est écrit en persan. Et vous l'adaptez au cinéma 4 ans plus tard, et c'est votre premier long métrage de fiction, Terre et Cendres, du même nom, qui est présenté au Festival de Cannes à la section Un certain regard et qui sera couronné du prix Regard vers l'avenir. Et en 2008, vous obtenez le prix Concours pour votre premier texte écrit directement en français, Singué Sabour, à savoir Pierre de Patience, que vous portez également à l'écran avec l'épatante Golshifteh Farahani dans le rôle phare, en 2013, qui lui ouvre une renommée internationale. Donc entre littérature, cinéma et photographie aussi, pour le retour imaginaire, votre œuvre est reconnue dans sa diversité des supports et vous vaut également le titre de membre du jury du Festival de Cannes en 2023 sous la direction de Östlund. Donc deux invités d'exception qui viennent de deux contrées très différentes et très éloignées quand même. L'Albanie pour Ornella et l'Afghanistan pour Atik. Mais leur parcours, leur trajectoire se répondent, se font quand même écho en dépit des différences et des singularités. D'abord, vous deux, vous avez été marqués par l'arrachement, l'exil à vos terres natales. Et vous êtes aujourd'hui des artistes protéiformes, des créateurs qui passaient du texte à l'image, sans discontinuer. Plusieurs disciplines à votre actif, c'est vrai, mais aussi plusieurs langues, c'est aussi ce qui vous rassemble. Puisque y a votre langue maternelle, donc le persan pour Atik, l'albanais pour Ornella, mais également les langues d'adoption. Alors, pour Ornella, c'est l'italien puis le français, pour Atik, le français, et qui vont justement traverser l'ensemble de vos œuvres, et vous allez nous expliquer comment cela se fait qu'on peut s'exprimer dans autant de langues différentes et dans autant de supports, donc duo polymorphe et polyglotte, pour cette nuit de la lecture, au cours de laquelle va s'entrecroiser ici et au-dessus leurs œuvres littéraires, picturales, photographies, cinématographiques ou que sais-je encore. Et pour introduire la discussion, je vais vous demander, d'abord à Ornella et ensuite à Atik, je vais vous demander, vous inviter à lire l'un de vos passages pour votre première lecture avant d'entamer une entrevue plus tournée vers vos œuvres et des questions à vous poser. Donc, Ornella, vous avez la primeur. Et d'abord, avant que j'oublie, il faut vous expliquer quelque part dans l'inachevé aussi. Bonsoir. Ça allumait ou pas? Ça n'est pas... Oui, ça allumait.
Alors, moi, j'ai jamais eu l'idée de boire tandis que je parle. C'est l'attique. Et je trouve ça merveilleux parce que ça fait comme si on était dans une rencontre avec des amis où on parle et on boit. À vous donc. Ce titre, quelque part de l'inachevé, c'est un titre de Rilke. C'est un titre qui fut pris par Jean Kelevitch, le philosophe, qu'il a écrit avec une jeune fille, j'ai oublié le nom, quelle importance, mais c'est quelque part de l'inachevé, c'est nous. Nous sommes quelque part de l'inachevé, quelque part de quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est la vie même. Voilà, après, parlons avec Attic. Attic a un texte sur l'inachevé, donc je vais m'interrompre ici pour qu'Attic, dans 2 minutes, nous parle de son inachevé. D'accord. Merci. Bonsoir. En effet, tout à l'heure, vous avez parlé de mes études ici en France. En effet, à la Sorbonne Nouvelle, j'ai tenu une thèse sur la fin des films, the end. Comment un film se termine, etc. Parce qu'il y avait trop de travaux sur le commencement, sur la première phrase dans les romans, sur les premières images d'un film, etc. Mais sur la fin, à l'époque, il y avait quasiment rien. Donc c'est pourquoi la Sorbonne avait accepté mon sujet et un grand prof de la Sorbonne a accepté de diriger ma thèse. Et en travaillant justement sur la notion de la fin, j'étais obligé d'aller un peu plus loin que les textes, que le cinéma, voir d'où est-ce que ça vient. Est-ce que la fin est arbitraire ou non? Et petit à petit, j'ai découvert qu'en effet, la fin est quelque chose imposé par l'institution cinématographique, par l'institution littéraire, etc., etc. Et alors que je viens d'une culture assez particulière quand même, qui est la culture persanophone, mais assez influencée par la culture indienne et chinoise aussi. L'Afghanistan, c'est au corps de tous ces problèmes et ces pays-là. Donc, et en travaillant sur ça, justement, je m'étais aperçu qu'il y a 2 manières les choses. En Occident, tout doit être fini. Tout doit être produit et fini et signé. Voilà, c'est la fin, c'est la finition. En Orient, non. Par exemple, j'ai pris 2 livres, un livre de l'Occident qui est l'Heptaméron et aussi le Décaméron de Marguerite de Navarre et de comment on appelle Boccaccio, voilà, en italien. Et en Orient, j'ai pris les Mille et une nuits. Et les 2, c'est pareil. Dans les 3 livres, dans les 3 ouvrages, c'est quoi? On parle, chacun raconte une histoire et à la fin de journée, notamment dans Heptaméron et Décaméron, à la fin on dit ok, maintenant la nuit tombe, il faut qu'on finisse l'histoire et il faut donner la conclusion et le résultat. Voilà. Alors qu'en Orient, vous avez vu dans les Mille et une nuits, dès que c'est plutôt la nuit qu'on raconte l'histoire, et le moment où il faut finir, il dit ah, je vais le finir demain soir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, c'est dans l'inachèvement, en effet, et l'autre dans la finition, dans l'achèvement. Et L'inachèvement, elle a gardé et l'amour et la vie. Exactement. Si c'est fini, évidemment, c'est la mort. Le seul truc, c'est la mort. Et si on est dans la vie, on est dans l'inachèvement. Ouais. Merci beaucoup. Oui, on est là. C'est à vous. Alors, je vais commencer par mon premier livre, Le pays où l'on ne meurt jamais.
sachant que l'Albanie, que je vais vous lire, c'est en Albanie des années 80-90, et que ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc ne vous effrayez pas. Donc on voyage dans la merveilleuse Albanie, c'est très, très conseillé de ma part. Alors, c'est le pays où on ne meurt jamais, fortifié par de longues heures passées à table, arrosé de raquis et d'olives onctueuses, les corps ici sont d'une robustesse à toute épreuve. Les colonnes vertébrales sont de fer, corvéables à volonté et réparables à l'infini. Le cœur, quant à lui, peut engraisser, se nécroser, ses ventricules s'atrophier, il peut subir un infarctus, une thrombose, que sais-je encore, il tient majestueusement. Nous sommes en Albanie, on ne plaisante pas. Le pays où on ne meurt jamais est fait de poussière et de boue. Le soleil, il brûle au point que, parfois, les feuilles de vigne rouillent et la raison se met à fondre. De là vient peut-être, tel un effet secondaire, et il faut craindre irrémédiable, la mégalomanie, délire que dans cette flore pousse de manière incontrôlable comme une herbe folle. De là aussi l'absence de peur, à moins qu'elle soit due à la forme de poterie mal façonnée qui est celle du crâne des autochtones, tordu et aplati, royale demeure de l'insouciance, sinon de l'inconscience. Dans la rue, le regard te pénètre jusqu'à moelle des os, si profondément que ton être devient transparent. Une fois en toi, leur fouille est méticuleuse. La peur est un mot dénué de signification. Tu vois tout de suite dans leur regard des gens qui sont éternels. La mort est un processus étranger. Le bon Dieu a établi que dans ces pays, le temps s'écoule avec le plus de douceur possible, comme une gorgée de bon café savouré sur la terrasse de la maison, pendant que tu prends le temps de choisir des yeux une belle paire de jambes, celle d'une fille qui ne te daignera même pas de rendre ton regard. Peu à peu, le café brûlant coule dans ton œsophage, réchauffant ta langue, ton cœur et tes boyaux. Après tout, la vie n'est pas aussi cruelle comme on le dit parfois. Tu savoures le breuvage noir et amer sur le regard enflammé de la patronne qui vient de se quereller avec son mari. Il est 11h30. Merci, oh mon Dieu. J'ai toute la journée devant moi et toute plus encore. J'ai même du temps à revendre. On peut accomplir tant de choses, des milliers de choses. Le crépuscule est loin. Je vais lire avec de petits fragments parce que sinon... Alors, certaines règles... Mais il y a des choses qui appartiennent aux demeures de ces gens plus que la mort aux autres. L'un d'entre elles, et je n'exagère nullement, est presque le centre de leur vie, la question de la putinerie. Comme elle passionne, comme elle enflamme leur cœur qui prend feu pour un rien, à quelle fièvre, à quel délire ne porte-t-elle pas? C'est le problème vital qui intéresse les vieux, les jeunes, les cultivés, les incultes. Certaines règles naissent ainsi dans l'esprit d'un peuple, tout naturellement comme les feuilles sur une plante. Elles ne se fondent en gros que sur une thèse unique. Qui est belle est pute, qui est laide, la pauvre, ne l'est pas. Dans ce pays, une jeune fille doit se faire attention à sa fleur immaculée, car un homme se lave avec un bout de savon et redevient comme un œuf, mais une fille, même la mère ne le lave pas. Lorsque le mari est en voyage d'affaires ou en prison, on dit que la femme a tout à fait intérêt à aller se faire recoudre un peu pour le convaincre pleinement qu'elle n'a attendu que lui, que son absence douloureuse a rétréci l'espace entre ses cuisses. Dans ces pays, les maris sont fort jaloux et ils ont, même souvent au rebut de l'histoire, un instinct de propriété très élevé. Parfois, au passage d'une belle fille, du haut de terrasse où la journée traîne sans fin, s'élèvent des souspirs embaumés, plus brûlants que le café lui-même. Regarde qui passe. Tu veux rire? Dieu sait combien de fois elle s'est fait coudre et découdre cela. Puis le cœur déchiré le voit poursuivre. Ah, Ingrid, tes cuisses si blanches, si suaves, qui te les a décousues hier soir? Viens, ma belle, viens et je te donnerai l'argent pour que tu te puisses les faire coudre à nouveau.
Merci. Merci Ornella. Attic désormais. Oui, mais elle est une artiste sauvage, Ornella. Donc, elle a préparé les choses au dernier moment et très bien. Moi, justement, comme un bon élève, je me suis très, très accroché à la thématique donc, de l'inachèvement. Et justement... Et le mien aussi, c'est dans l'inachevé. Bah oui, Oui. mais littéralement, d'une manière sauvage et magnifique. Là, je vais vous lire l'extrait de mon livre qui s'appelle « La balade du calame ». Malheureusement, on ne l'a pas ici, parce que je pratique aussi la calligraphie et aussi un autre truc que j'ai inventé qui s'appelle la callimorphie. C'est entre la calligraphie et le dessin, etc., etc. Donc, et justement, le dernier chapitre de mon livre, ça s'appelle « 12 mouvements pour inachever », mais inachevé avec ER, le verbe transitif qui n'existe pas en français. Je l'assume. Mon calame se balade, comme pour suivre l'errance de mes mots, l'exil de mon corps. Il se balade d'une époque à l'autre, d'une terre à l'autre, tantôt criard, tantôt silencieux, il est toujours mouvant. Mouvant devant les corps émouvants et sciant du danger qu'il affronte dans cette balade en traversant les frontières incertaines entre l'art, la spiritualité et la philosophie. Un parcours initiatique pour m'apprendre que là où s'arrête la philosophie, commence la spiritualité. Là où s'arrête la spiritualité, commence l'art. Et l'art, où s'arrête-t-il? Nulle part. La callimorphie est la recherche et l'expérience de cet inachèvement. Voilà, ce sont tous des lettres, d'une certaine manière. Est-ce que cela sont lettres aussi? Si on peut venir en arrière, le but qu'on avait vu. Oui, tout ça, ce sont des lettres. Là, ça, c'est par exemple, là, c'est... alors, vous trouvez ce dessin sur la couverture de mon livre, Mesti, Cher des mots. Et c'est, je parle d'une poétesse, j'aime pas le mot poétesse, plutôt une poète de XIe siècle, persanophone d'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, scandaleuse, parce qu'il ne parlait que du sexe, du vin, et etc. Vous allez voir dans le livre. Et c'était la contemporaine de Omar Khayyam, que tout le monde connaît forcément, et elle écrivait que des quatrains. Voilà. Et ce livre, et ça c'est l'origine du monde. Bon, on revient. Revisiter, oui, pas. C'est du blasphème, hein, ce tableau, je sais. Alors, les callimorphies, ce sont d'abord des formes arrachées au corps, qui deviennent des tracés noirs dans le vide blanc, d'où surgissent des lettres. Ce corps n'a pas de visage, aucun. C'est un corps libre qui s'écrit. Tout est corps dans la mouvance des lettres, tout est geste dans le blanc du vide. Et tout est rythme dans le silence absolu des mots. Le corps callimorphique est un mot muet qui s'écrit. Ainsi s'incarnent les êtres en des mots et les mots en des êtres. En callimorphie, les lettres révèlent le corps et le corps, comme le désir, dénude les lettres. Je comprends ce que disait Sartre. Le désir est une tentative
pour déshabiller le corps de ses mouvements comme de ses vêtements et de le faire sentir comme pure chair. C'est une tentative d'incarnation du corps d'autrui. Fin de citation. Le corps callimorphique est un livre et elle est la terre promise de l'être errante. Merci. Merci à vous deux. Alors, le choix de vos extraits véritablement me fait penser à une thématique que je voulais aborder avec vous, pas forcément au commencement, mais s'il n'y a pas d'achèvement, il n'y a pas de commencement, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, bouleversons un peu l'ordre, et c'est sur le corps, notamment le corps féminin, puisque c'est difficile de ne pas aborder cette thématique, puisque ça traverse tant vos œuvres littéraires, mais aussi plastiques également, le corps féminin, mais également le corps masculin, n'est-ce pas? Pour Ornella, comme un objet, on voit que le corps féminin, si on prend le corps féminin, est vraiment considéré comme un objet de violence, de domination, mais parfois aussi de résistance. Alors, pour vous, Ornella, on l'a entendu dans votre extrait, avec le corps des femmes qui peut se coudre et se recoudre. C'est aussi l'un des motifs majeurs de votre écriture, mais c'est aussi l'un des lieux de pensée et de regard, surtout la société albanaise que vous décrivez, où le corps féminin, il est scruté, si je reprends même vos termes, maté, scruté, observé, contrôlé de toutes parts. Et c'est un peu ma question, pourquoi le corps féminin est-il aussi central? Oui. Alors, je pense que tout simplement, je pense que, premièrement, je suis un être humain, et dans une deuxième étape, je suis une femme. Donc, évidemment, je ne peux pas échapper à cette dimension d'être une femme et d'observer ce qui s'est passé autour de moi. Et en Albanie de cette époque-là, mais je veux dire, ça c'est tout le bassin méditerranéen, le désir il est extrêmement présent, c'est aussi la biologie de la vie, donc on va vers la femme, vers ce désir. Selon les peuples, qui plus, qui moins, en Albanie on brûle de désir, on est un peuple extrêmement érotique et passionné, et dans ces circonstances d'une Albanie, circonstances historiques de l'Albanie communiste, en étant très enfermé du monde, évidemment certaines, disons, qu'est-ce que c'est que la normalité, mais certains processus normaux, tout ça, ça devenait en fait s'articuler dans une autre forme, puisque c'était comme un temps où en fait on ne pouvait pas respirer. D'où j'ai vu je lus, j'observais comment ces corps étaient produits, surtout avec ma mère, parce que j'ai eu la chance d'avoir eu une mère extrêmement belle et en même temps de voir comment la beauté peut détruire une vie, puisque avec tout l'amour que j'ai eu, mais elle avait tout bâti sur sa beauté. Et elle était très jeune, elle avait 28 ans. Moi, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Mon père, il était en prison politique, donc elle était seule. Et il y avait la horde des hommes qui nous suivaient, en fait, dans les rues parce qu'ils voulaient parler avec elle. Et moi, il me considérait même pas. Et quand j'ai eu 14 ans, 15 ans, j'ai vu les mêmes hommes venir derrière moi. C'est là, en fait, qu'évidemment, j'ai eu tout de suite un regard... disons sur l'humanité, ce que les femmes sont, je suis en train de ce que les hommes sont, ce que c'est le désir, tout cela. Et le voyage que je fais autour de la corps de la femme, je ne pense pas que ce soit l'érotisme, même avec la photo qui est la première dimension, mais c'est en fait la non-évidence d'être
de le monde parce que vraiment l'existence n'est absolument pas du tout évidente me concernant. C'est un ahurissement perpétuel et c'est là que, que mon travail en fait cherche de creuser dans la fissure. C'est un peu complexe, mais j'espère assez clair. Non, c'est très clair. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas plus inachèvement que le désir, puisque par définition, c'est ce qui manque et ce qu'on va chercher. Hélas, il prend fin et il recommence. C'est un inachèvement perpétuel, musical et sans fin et qui nous dévore. Soit. De toute façon, on n'a pas le choix. Et pour vous, Atik, dans votre œuvre, aussi le désir du corps féminin est aussi central dans l'Afghanistan que vous décrivez, donc déchiré entre les moudjahidines, talibans, le gouvernement plutôt pro-soviétique, l'URSS qui justement intervient. Et ce qui m'a frappé, c'est dans le livre, donc Singh et Sabour, aussi dans le film, parce que vous l'avez adapté. Bon, bien sûr, on parle de beauté, on peut parler de Goshfet Farahani très longtemps, mais au-delà de ça, on voit à quel point le corps féminin est un objet vraiment de contrôle des hommes, puisqu'il va y avoir une question de prostitution à un moment qui va se poser pour l'héroïne, mais également un territoire finalement de résistance, puisque dans le contexte de ce huis clos qu'est le roman et qu'est le film, elle parle à son mari qui est alité, silencieux, qui est amorphe, on pourrait dire, presque dans le coma, parfois on s'interroge, et qui finalement son corps est inerte, et elle, son corps est en mouvement. Et on voit qu'elle reprend le dessus, puisque avec sa voix, avec son corps, elle va essayer de reprendre le dessus. Est-ce que là, le corps féminin, qui peut être dangereux, un objet, une menace pour des régimes politiques ou pour même un regard masculin, ici, il peut être une voie d'émancipation? Merci. Je reviens à une question, justement, comme vous avez fait l'allusion à nos deux pays, de nos deux cultures. C'était marrant parce que quand j'ai lu, il y a un certain temps, je ne dis pas quand, parce que ça nous fait vieillir, justement, le pays où on ne meurt jamais, quand j'avais lu ce livre-là, et que, avant de rencontrer Ornella, j'ai dit, ça serait un livre écrit par une femme afghane. Malgré tout, malgré notre différence culturelle, civilisationnelle, etc., etc. Mais au fond, il y a beaucoup, j'ai trouvé des points communs entre l'Albanie et l'Afghanistan. Pourquoi? D'abord, je crois par la dominance de la religion musulmane. D'abord ça. Quand je lis aussi bien les livres d'Ornella, alors qu'elle est scandaleuse, ce qu'elle écrit, bien entendu ce qu'elle écrit. Heureusement, sinon on ne serait pas là. Et en tout cas, moi, je ne serais pas là. Mais, et c'est vrai, il y a quelque chose de ça. Et même quand je lis les livres, les romans de tes compatriotes, entre autres Esmail Kadare, en effet, je vois par exemple dans ces romans la notion de vengeance, etc. Le corps. Il y a beaucoup de points communs. En effet. Alors, revenons sur le corps. Ce que j'ai lu dans le livre d'Ornella, et puis aussi dans ce que j'ai vu dans mon pays, dans ma culture, c'est en effet le corps en tant que tel, que ça soit féminin, masculin, le corps est blâmé, comme la parole est blâmée. Donc, il y a un rapport, pour moi, entre le corps et la langue, entre le corps et l'écriture, etc. Donc, c'est normal. Et Pierre de Patience, en effet, ce n'est pas anodin si je commence avec cette épigraphe en citant Antonin Artaud,
qui dit « du corps, par le corps, avec le corps, depuis le corps jusqu'au corps ». Cette phrase m'avait obsédé pendant des années, je peux dire. En effet, quand j'écris Père de patience, c'est ça, parce que le Père de patience, mais quoi, c'est, vous voyez, je l'ai déjà raconté, peut-être que vous avez lu ou non, Pierre de patience ou Sang et Sabour dans notre culture, c'est cette pierre magique et légendaire, imaginaire. Dès qu'on la trouve, on la met devant soi et sur laquelle on déverse ses souffrances, ses non-dits, etc., etc. Et la pierre absorbe tout et un beau jour, elle éclate. Et ce jour-là, on est libéré de ses souffrances, de ses douleurs, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rapport énorme entre notre corps et notre langage. Le corps est un langage et notre langue est un corps, en effet. Et je montre à travers ce livre et avec ce récit, je montre comment le corps, que ce soit corps féminin et masculin, je reviens sur ça, mais c'est quoi? C'est notamment le corps féminin, en effet, soit c'est Marie-Madeleine, soit Sainte-Marie. Donc, voilà. Soit la prostituée, soit absolument. Alors que, et toujours comme le corps de femme, ou la femme, on soit comme objet de désir. Et moi, je dis toujours, tant que la femme ne vient pas le sujet de son désir, pas l'objet, donc le rap n'arrivera jamais à cette liberté. Donc, et c'est pourquoi j'adore le travail de Dornella, parce que elle est le sujet du désir de toutes ces femmes. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Et mon personnage, justement, dans Père de patience, c'est, au début, elle est un objet de désir, mais elle se transforme comme sujet du désir, en effet. Complètement, oui. Merci Attic. Et merci Attic parce que vous me facilitez la transition, parce que je voulais parler de Tu convoiteras Dornella, parce que là on parle de Marie-Madeleine ou de la Vierge Marie, et dans Tu convoiteras, il y a un peu finalement il y a un peu ces deux pôles où l'héroïne est vraiment l'héroïne est un peu traversée entre ces deux polarités, à la fois une femme qui désire un homme que vous appelez l'étranger. Il n'a pas de prénom, c'est comme ça au moins il est très générique, et puis chacun projette ce qu'il souhaite aussi. Et parce qu'il est étranger, mais il est français. Il est français. Et étranger aussi à sa vie domestique, puisque elle est heureuse en ménage, elle a un fils, etc. Et surtout dans un arbitrage moral, un dilemme moral assez délicat, difficile, entre son amant et le soin qu'elle pourrait apporter à son fils. Et je trouve que ça rebondit parfaitement avec ce que disait Attic sur entre Marie-Madeleine et la Vierge Marie. Alors, le titre que Tu convoiteras qui me laisse encore perplexe, évidemment, c'est en fait détourner le 9e commandement de la Bible, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Puisque dans ce livre sacré, le Dieu, c'est un livre qui est écrit par les hommes, mais je fais référence au livre, Dieu a pris en considération que l'homme, tu ne convoiteras pas. La femme, elle était à qui? On ne parle pas. Et j'ai dit, tu convoiteras, donc c'est la femme qui devient sujet. Et si véritablement il y a un Dieu chrétien, ben je vais retirer en enfer. S'il y a, on ne sait jamais. Si on... Il faut être prudent. Oui, mais ouais, c'est fait. Et avec ce livre, en fait, j'ai joué avec un Deus ex machina, que ça veut dire un choix d'artifice en latin, qu'on utilise beaucoup en littérature. Pourquoi? Parce que je fais un voyage autour de la mer. Autour de qu'est-ce que c'est, qui est une mer? Et j'ai été très frappée par un petit vers que j'avais lu, mais je ne me souviens plus, c'était Bhagavad Gita, mais ça de la culture indienne, où on demande à Shri Ganesh, qui est le dieu éléphant, qui pour les hindous c'est le dieu de l'innocence et qui aime par-dessus sa mère. Et moi j'aimais par-dessus tout
ma mère. Elle était le commencement et le fond du monde. Même ma fille, je ne l'aime pas autant que j'aimais ma mère. Ou peut-être j'ai une distance salutaire qu'avec ma mère, j'étais vaste communicante. Pour revenir, je partage avec vous parce qu'on est entre les êtres humains. Et le partage fait partie du sens de la vie. Je me livre, je me donne. Avec le vin aussi. Avec le vin, je me donne. Non, je suis Elle n'a plus qu'un envinée seul, en permanence. Au moment. Et où est-ce que j'étais? Sur l'amour que vous portiez à votre mère. Voilà, donc on demande à Sri Ganesh, dans ce petit livre que j'avais lu, Ganesh, dis-nous combien il est grand le monde. Et le dieu éléphant, qui aime par-dessus, je me répète, sa mère, fait un cercle autour de sa mère, on ferme le cercle et il dit, le voilà combien le monde il est grand. Le monde est grand, juste entoure un cercle autour de sa mère. C'est où commence mon livre, mais mon personnage Katerina, qui se veut être une fille de l'Est, où tout le monde a vu moi, ils m'ont tombé dessus. C'est un personnage qui vit dans un mariage, dans un très bon mariage, parce que ça reste toujours dans l'inachevé, et elle a un amant, elle a un fils malade, mais le lendemain, elle doit voir l'amant, absolument. Ça lui est impératif. Et en fait, c'est là où le livre se joue. Et j'ai eu beaucoup de femmes qui n'ont absolument pas du tout aimé ce livre parce que Katerina, en effet, flirte un peu avec le crime. Elle va contre la morale de la société. En fait, elle donne un anxiolytique, elle donne un Doliprane. Elle dit, je vais garer ce bébé à la crèche. Je vais aller vers ma passion. Et pour moi, c'est en fait la question seulement qui est la mère. C'est tout. C'est si simple que cela. Parce que ce n'est pas donné évidence à toute épreuve. On a aussi des figures comme Médée, bien que moi, je suis dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra que je lise un extrait. C'est ce que j'allais vous proposer. Ah oui, la peinture d'Ornella en arrière-fond. Alors, c'est en fait Katerina qui parle du mariage, hein, le personnage. Qu'est-ce que lui plaît dans le mariage? L'utopie, les promesses. Car Katerina a du mal à tenir les promesses, même les petites. Comme par exemple, on aurait un rendez-vous avec un ami, prendre un café à telle date. Katerina a envie, à un moment donné, de prendre le café avec son ami. 15 minutes plus tard, elle regrette déjà, elle ne veut plus. N'est-ce pas héroïque de promettre un jour de demeurer dans la passion ou dans l'amour au long d'une vie entière? Qu'est-ce qui lui plaît dans cette promesse? L'impossible. Katerina sait que l'impossible est le plus grand de ses adversaires. L'impossible est plus fort que tout, elle le sait, l'être humain ne peut rien contre lui, mais cela ne l'empêche pas de mener sa vaine lutte contre l'impossible. Tu n'es qu'insensé, Katerina, entends-tu? Les sages, les savants, les adultes appellent insensés ceux qui mènent une bataille contre l'impossible. Sa mère lui rend visite dans cette heure nocturne. Natacha va et vient de la maison, sa culotte toujours à mes cuisses. Natacha, les chaînes de mariage sont si lourdes qu'il faut être 2 pour les porter, parfois 3. Ça, en fait, c'est d'Alexandre Dumas, mon père. Ma mère allait véritablement de la maison, traînant comme ça, les chaînes de mariage. Il faut être en 3, donc. Elle se retourne vers Katerina. Avec toi, ma fille, les yeux brillent d'ironie et de mépris mêlés. Avec toi, c'est plutôt 40. Natacha, elle appelle Katerina plusieurs fois par jour. Elle a ce droit. Katerina n'est pas sa fille, sa propriété. Natacha guette la voix de Katerina. Tu as un bon timbre de voix ce matin, si joyeux. Ça va? Ah, ça va, hein? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ce matin? Tu étais où hier soir? J'ai appelé et ton mari m'a dit que tu étais sortie. La garce, pense Natacha. Ces histoires avec ses amants vont bien. Natacha est la mère, hein? Natacha bouillante de haine, d'envie, d'amertume. Elle veut savoir plus. Tes amants te disent que tu es un peu très douce? Merci, Ornella.
Merci Ornella pour un extrait de l'ouvrage Tu convoiteras, votre premier texte écrit en français. Ce qui est important pour la suite, puisque je veux parler aussi de ce qui vous réunit, ce sont aussi les langues, et le fait que vous soyez de grands polyglottes quand même, puisque vous avez choisi tous les deux de prendre un pas de côté par rapport à votre langue maternelle, qui est l'albanais pour Ornella et le persan pour Atik, pour écrire en français. Quelle idée. En 2008, c'est Atik avec Singé Sabour, et en 2014, Tu convoiteras, dont vous avez lu un passage pour Ornella. Et alors Ornella, c'est quand même un fait rarissime, parce que c'est une triplette, puisque vous avez c'est l'albanais, l'italien et le français, fait assez rare. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous êtes la même écrivaine selon la langue que vous utilisez? Est-ce que vous êtes la même personne déjà qui écrit? Dans une façon, oui, et dans une façon, non, puisqu'il est vrai que les langues que j'utilise luttent en moi pour chacune sa propre suprématie. Et il est vrai que dans mon français, je pioche de l'italien, quelque chose qui me plaît davantage et que je ne trouve pas dans le français, et avec l'albanais, mais avec l'anglais aussi. Donc, est-ce que je suis... je pense que oui, je pense qu'en fait, me concernant, je suis un être assez entier. Donc, dans mes éclatements, dans mes dimensions, c'est toujours moi. Évidemment, les langues sont différentes, mais je ne pense pas qu'en italien, je deviens autre personne et en français un autre, et en albanais un autre. Mais il est vrai que le registre est complètement différent, et on peut sonner différemment, mais je ne pense pas. Peut-être Atik va dire le contraire. Je ne sais pas, parce que est-ce que la langue, est-ce que utiliser une nouvelle langue libère ou finalement Alors, moi, je vais prolonge? vous dire, en fait, j'écrivais évidemment en albanais. Je suis venue à Paris, j'ai vécu très peu en Italie, j'ai vécu 5 ans, 6 ans en Italie. Je n'étais pas du tout intéressée à apprendre parfaitement la langue italienne, parce que il y a une chose qui me nuit, c'est la grammaire et tout ça. En plus, j'étais dans les arts plastiques, c'est un langage universel, à quoi bon? Voilà. Et j'arrive en France, et l'écriture vient à ma rencontre, mais quelle grâce! Et je me suis mise à écrire en italien. Or, j'avais vécu très peu en Italie, je suis parfaitement albanaise, je vivais à Paris, et les Albanais m'ont tombé dessus parce qu'un petit peuple qui a beaucoup souffert et qui a pris comme une forme de trahison que j'utilise la langue italienne. Et la langue, c'est juste un outil, c'est comme la peinture, la couleur, voilà, c'est ça. Mais puisqu'on m'a tellement posé la question, pourquoi tu as écrit dans une langue étrangère? Et moi, je vais très au tâtonnant. La langue italienne est venue à moi. Je n'ai pas choisi. Je ne me suis pas assise. Ce jour-là, je me souviens très bien, à Rue Montorgueil me dire, mon Dieu, quelle langue je vais écrire, hein? L'italien est venu à moi. Et après, évidemment, je me suis rendu compte, je me suis dit, si j'aurais écrit en albanais, j'aurais été brûlée par le magma du vécu. Donc, moi, j'ai besoin d'une langue qui est défendue, dépourvue, où mon enfance soit extraite. Donc, en fait, l'italien ne porte pas mon enfance. Le français ne porte pas mon enfance. Et ça me donne la distance salutaire et nécessaire de pouvoir être aussi sauvage. Ma langue albanaise, moi, en fait, j'ai appris les mots, les gros mots, par exemple. Et on les apprend avec la chair, avec le vécu. Quand je les dis en français, en italien, ces mots, ils me sont beaucoup plus faciles à les prononcer parce que je ne les ai pas apprises comme ça, avec tout le poids du vécu et le poids, tu sais, en train de grandir, hein, enfant et tout ça, avec la honte et tout ça. Ça m'est beaucoup plus facile d'être sauvage en italien, en français, en anglais qu'en albanais, parce que
l'enfance est extirpée. Alors, on va forcément se tourner vers Attic. Est-ce que la langue aussi vous ensauvage, la langue française vous ensauvage quand vous écrivez? Quand vous avez écrit 5 hexapours, vous avez dit dans une interview qu'il était très difficile pour vous de l'écrire dans une autre langue, surtout en persan, puisque utiliser la langue française allait libérer les tabous que vous vouliez dénoncer, mettre en exergue dans ce livre. Ah oui, alors pareil. Notre rapport avec la langue, c'est une sacrée histoire, hein, toujours. En effet, d'autant plus dans mon cas, parce que je viens quand même de la langue persane, qui est une langue, malgré que c'est une langue indo-européenne, mais quand même, elle a des particularités assez étranges et compliquées à expliquer. Mais peu importe. Alors, à chaque fois qu'on me pose cette question, je me demande, en effet, pourquoi j'écris Père de patience en français, alors que tous mes livres avant Père de patience étaient écrits en persan. Hein? Et c'est vrai. Et petit à petit, bon, évidemment, j'ai toujours, écrit, vous voyez, parce que écrire dans une autre langue, ça nous libère étrangement de nos tabous, etc. Tout ce que la langue maternelle, par son appellation, nous impose des tabous. La langue maternelle, oui, on ne fait pas l'amour avec sa mère. Si, mais autrement, etc. Mais on ne va pas vers l'inceste quand même. Là, c'est très Oedipe, là. Absolument. Mais, et c'est vrai que, en tout cas, dans ma langue d'origine, le persan, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de féminin masculin. C'est déjà, ça vous donne une autre dimension, un autre regard sur le monde, quand même. Tout ce qu'on n'a pas dans la vie quotidienne, c'est-à-dire cette égalité entre hommes et femmes, on la transfère dans notre langue, où il n'y a pas de féminin ni masculin. C'est notre. Voilà. C'est une langue universelle. Oui, exactement. Donc, il y a ça. Mais, me concernant moi, je vous avoue, oui, quand j'écris en français, je me sens femme. Ah. Et quand j'écris en persan, je me sens neutre, presque asexué. Il n'y a pas un divan ici pour m'allonger. Mais c'est vrai, parce que la langue, quand même, nous façonne quand même, ça structure notre pensée. Et c'est ça. Pourquoi ça d'abord? En dehors de l'aspect morphologique, de l'aspect grammatical, rhétorique, etc., des langues, je le mets de côté, mais en ce qui me concerne personnellement, parce que j'ai appris la langue française dans un moment très, très particulier de ma vie. J'avais 11 ans. Je devais entrer au lycée franco-afghan où on commençait à apprendre le français, en 6e. Pas comme dans d'autres pays à partir de l'école maternelle, etc., etc. Donc, on prenait. À ce moment-là, c'était 1973, mon père a été arrêté, il est mis en prison, et je suis resté avec ma mère, ma sœur aînée, qui était une féministe avant l'heure dans ce pays-là, et je devais me préparer pour entrer au lycée franco-afghan où je devais passer un concours. C'est très compliqué pour entrer dans ce lycée. Donc, j'étais avec ma mère et ma sœur aînée. Et en même temps, apprendre une langue qui commence. J'ai commencé la langue française avec cette phrase magnifique. Sur l'écran, on projetait dans notre lycée l'image. Et ensuite, en magnétophone, on passait des phrases. Et premier visage, c'était un visage d'une fille blonde
et le son, et sur la bande sonore, on entendait « Voilà Alice, elle dort ». Deuxième, « Voilà Michel, il dort ». Et déjà, la distinction entre elle et il, parce qu'en personne, ça n'existe pas. Donc, ça m'avait beaucoup impressionné. Donc, ce pronom féminin-masculin. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé ma fille, en venant ici, quand j'ai eu en 96 ma fille, je l'ai appelée Alice, justement. et pour cela, et c'est vrai, et cela, ça m'avait beaucoup influencé. En effet, le fait d'être justement être avec ma mère d'un côté et de l'autre côté ma sœur aînée qui m'a pris la main et qui m'a poussé à écrire à ce moment-là, parce que quand mon père a été arrêté, j'écris un poème que ma sœur avait publié dans un magazine en Afghanistan. Et c'est vrai que elle, pour moi, elle compte beaucoup dans ma vie. Et je crois que c'est ça, ce côté féminin qui surgit dans mon écriture et aussi dans ma vie, c'est peut-être ça quand même. Et c'est pourquoi, donc, pour moi, c'est une langue c'est une langue, oui, féminine. C'est Marianne, en fait. Absolument. Et merci. Et alors, c'est vrai que je découvre encore plus de liens que je n'avais trouvé auparavant entre vous deux, mais je l'invitais au-delà. Mais oui, mais tout était déjà programmé, voilà. L'amitié. Michel me voit dans mon exposition, elle est avec Assis, me dit venez les filles. Je dis je suis désolée, tu vas inviter Atik Raimi. Je lui dis on écrit toutes les deux langues étrangères. On perd en prison toutes les Exactement, deux. voilà. Des pays poussiéreux, je dis moi et aussi, on travaille dans plusieurs dimensions multidisciplinaires. Donc voilà, il fallait que soit lui, mon compagnon de ce soir sur ce podium. Je suis honorée. Alors, je te remercie infiniment et je remercie aussi Michel et ce magnifique musée extraordinaire. Merci à Michel Eka, oui. Merci vraiment Michel. Elle est formidable cette fille, mais vous le savez. Alors, donc voilà, donc forcément, c'est là où il n'y a que des liens qui s'entrelacent. C'est la question aussi de la figure paternelle. Dans vos deux cas, c'est vrai que vos pères respectifs ont été victimes de la répression d'un régime autoritaire, que ce soit l'Albanie communiste, que ce soit l'Afghanistan de l'autre, des situations politiques bien différentes, mais il y a eu cette absence de la figure paternelle qui était arrachée et qui finalement était peut-être l'objet et un peu l'incarnation d'un régime répressif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans vos ouvrages, il y a vraiment cette idée d'écrire un peu votre terre natale, de l'Albanie, l'Afghanistan, à distance, puisque vous avez écrit vos ouvrages, vous n'étiez pas en Albanie, vous n'étiez pas en Afghanistan. Et pour vous, Atik, ce qui est intéressant, c'est que vous avez voulu mêler les mots, le texte et les images, puisqu'il y a un livre qui fait dialoguer photographie et mots. Je ne sais pas si on a quelques photos du retour imaginaire, voilà, pris à votre premier retour en Afghanistan. C'était en 2002, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit un Afghanistan, donc c'est parsemé de textes, de vos réflexions, aussi des gens que vous rencontrez également dans les dédales des quartiers de Kaboul. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que l'Afghanistan, pour vous, votre Afghanistan, c'est encore un lieu où c'est devenu progressivement une mémoire? Comment vous représentez-vous l'Afghanistan dans la mesure où, vu qu'il y a une distance, il y a forcément le fantasme ou le rêve, l'imaginaire, mais aussi le concret, puisque vous êtes retourné là-bas. Comment finalement vous arrivez à visualiser votre territoire? C'est vrai que moi, j'ai quitté l'Afghanistan en 1984 et ensuite je suis retourné presque 18 ans après.
on dit 18 ans, mais au fond, c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu 18 ans en exil, en France, dans une autre culture, dans une autre civilisation, dans une autre langue. Et l'Afghanistan a vécu une autre histoire, un autre temps. L'Afghanistan a vécu 18 ans autrement et moi j'ai vécu 18 ans autrement. Donc l'écart entre nous, c'est pas 18 ans, c'est 36 ans. Parce que l'Afghanistan, allez, d'un côté, moi... C'est x2. Exactement. Donc l'écart entre nous était énorme. Et deuxième chose, l'exil quand même nous permet de prendre cette distance et voir autrement, d'une autre dimension, notre pays. En effet, en 2002, je voulais rentrer pour tourner un film documentaire que Carte m'a commandé sur les 40 dernières années d'Afghanistan. Et quand je suis arrivé, après 18 ans, pendant 3 jours, je croyais que c'était un rêve. Je ne croyais plus à la réalité de ce pays-là. Tout a été en ruine. Aussi, notamment les Afghans, non seulement la ville, mais aussi les êtres humains. Ils étaient tous en ruine à l'intérieur, une sorte de ruine intérieure, etc. Les regards étaient très... Tout a été changé pour moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, je me suis pas retrouvé dans mon propre pays. Il y avait une sorte de distance et j'étais encore une fois étranger dans mon propre pays. Même plus qu'un étranger. Voilà. Étranger plus qu'un étranger. Exactement. Vous mentionnez. Ouais. Donc c'est ça. Et à ce moment-là, il y a 2 magazines français m'avaient demandé de prendre en photo mon retour dans le pays. Je suis parti avec 2 appareils très sophistiqués, de dernier cri, magnifiques. Et je voulais prendre ma ville natale en photo, en image, mais je n'arrivais pas. Tout me paraissait, tout ce que je prenais, même les ruines et tout ça, banal, parce qu'il y avait tant d'autres grands photographes. Ils sont passés, ils ont fait des photos magnifiques. Moi, je n'étais pas photographe. Alors, tout ça me paraissait inutile, absurde. En revanche, je suis tombé sur un appareil de photo que j'ai connu très jeune à Kaboul. C'est ce qu'on appelle l'appareil Fawri Zarouri, c'est-à-dire les photos urgentes et instantanées. Voilà, oui. Et ce sont des photos d'une sorte de notre photomaton. Hein. Et ce sont avec les appareils de 1848, l'époque de la Commune française, quand même. Parce que les Anglais, quand ils étaient venus en Inde, puis en Afghanistan, ils étaient venus avec cet appareil qui était énorme, etc. Et les Afghans se sont appropriés cet appareil pour faire les photos d'identité. Donc, quand on est devant cet appareil, il ne faut pas bouger pendant un certain temps, comme ça. Il ne faut pas respirer, etc., pour que la photo ne bouge pas, soit pas bougée, etc. Et quand j'ai vu ça, je dis, c'est ça. Si je veux filmer, si je veux photographier mon retour, ça sera avec cet appareil, parce que cet appareil donne une identité, donne un récit, donne une histoire. En effet, quand on regarde ces photos-là, c'est l'Afghanistan d'aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il était photographié il y a un siècle avant. Il y a une sorte d'anachronisme dans ça. Et non seulement anachronisme dans ce qu'on photographie, mais aussi dans la forme, mais aussi entre le flou et le net. Parce que ce sont des appareils qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de diaphragme, merci.
Tout est aléatoire, comme l'histoire de ce pays. Voilà. Inachevé. Et on est là pour vous, votre Albanie, puisque vous aussi, vous avez écrit l'Albanie, vous avez dessiné l'Albanie avec lucidité et parfois avec le caractère cruel de sa vérité aussi. Hein, voilà, est-ce que finalement, écrire son pays natal comme vous l'avez fait, c'est une manière peut-être de s'en affranchir, de le retrouver, de redessiner un rapport avec ce pays? Qu'est-ce que ça a déclenché? Pas vraiment, ce fut une nécessité. Et je vais dire très simplement, ce fut une nécessité. Ce fut un plaisir l'écriture parce que j'étais un néophyte et je trouvais ça, j'étais véritablement pas rentrée dans les mines pour rencontrer pas encore en fait l'effort et la souffrance dans l'écriture. Et donc, il n'y a pas eu ces dimensions dont tu parles. Et il y avait juste cette nécessité et aussi, de manière inconsciente, mon inconscient a choisi, a opté pour cette langue. Il fallait que ce soit une langue étrangère, pas plus loin que cela. Et si j'écris un livre cruel sur l'Albanie, et parfois on me le dit, d'être assez peut-être direct, cru. Mais moi, en fait, je suis venue dans ce monde et l'idée, c'était j'étais là. La vie, elle était là. La cruauté, oh non, elle était là. Moi, je suis qu'un être qu'avec les moyens qui me sont donnés, je fais une lecture de cela. Quand tu parles, par exemple, de la cruauté, je n'ai pas inventé quelque soit. C'est-à-dire, je l'apporte justement. Parce que, en fait, dans mon écriture, photographie, peinture, peut-être, je cherche de donner ce que moi j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de consolation. Il y a un livre d'un auteur, ça c'est mon dernière exposition, il y a 4 jours, ouverte en Allemagne. Et il y a un auteur suédois qui s'est suicidé très jeune, à 33 ans, qui s'appelle Stig Dagerman. Et rien que le titre de cette lettre de suicide, c'est notre consolation, notre besoin de consolation est insatiable à rassasier. Eh bien, je suis dans ce cas de cet homme-là. Paraît-il, selon les psys, c'est l'enfant, c'est le manque d'amour, tout ce que vous voulez. Mais ce que je cherche de faire, au moins il me semble, avec l'écriture, avec la photo, avec la peinture, c'est en fait créer un petit terrain où je peux rencontrer l'autre. Je parlais aujourd'hui avec Michel et avec Attic en disant que je suis très lévinassienne, référence à Emmanuel Levinas, pour qui l'autre est très important. Pour moi, l'autre est très important. Et Emmanuel Levinas, je tiens à le dire que c'est lui, parce que si je le dis que c'est moi, on va dire que c'est aberrant, disait « J'aime m'offrir en nourriture et je voudrais que l'autre s'offre en nourriture. » Je me situe là. Je me situe là et avec ce que je cherche d'amener avec mes livres, avec mes œuvres, c'est véritablement moi, en chair et en os, pour cette petite terre, juste d'un embrassement et de consolation, dans cette existence qui n'est pas évidente du tout, je répète. Est-ce que c'est là la question? Tout à fait. En tout cas, c'est la réponse. Oui. C'est importante. Donc, il faut aussi en parler, puisque là, il y avait les créations d'Ornella, c'est que vous êtes des écrivains, mais vous êtes aussi des artistes de l'image. Voilà. Ce qui n'est pas nécessairement courant, de multiplier les médiums, cinéma, photographie, peinture. Et alors pour vous, Attic, je me tourne vers vous, la situation est assez singulière, parce qu'il y a très peu d'écrivains qui ont adapté leur propre roman en film. Généralement, on laisse ça à quelqu'un d'autre. Que ce soit Terre aux cendres et Singé Sabour ensuite. Et ces 2 films où vous avez dit j'avais besoin de donner un corps aux mots. C'est ce que vous disiez, donner un visage aux mots. Et est-ce que c'est une manière finalement d'achever finalement le parcours d'une œuvre, que ce soit Terre de cendres ou Singé Sabour? Et pourquoi il a fallu ajouter l'image au texte?
Ah, une question. Bon, là, parce que, à vrai dire, je suis convaincu que chaque art révèle une dimension particulière d'une histoire, d'un visage, d'un corps, d'un événement, d'une histoire. Chaque art. Ce que la littérature sait dire de notre corps, c'est pas la même chose qu'au cinéma. Vous filmez un verre de vin, ce n'est pas la même chose quand vous le photographiez ou quand vous le décrivez en littérature. C'est très très différent. Ou quand vous peignez en peinture. Je crois que c'est ça la particularité de chaque art. Et à chaque fois, en effet, je me pose la question, cette histoire, au début, je dis, cette histoire, est-ce qu'elle peut être filmée ou racontée, ou dessinée, ou photographiée, ou mettre sur les planches, au théâtre? Et dans ce cas, je me dis, mais c'est une question très bête. Non. D'abord, écris l'histoire. Ensuite, tu vas voir qu'est-ce que le cinéma révèle, qu'est-ce que la peinture révèle, qu'est-ce que la photo révèle. Par exemple, Thérèse Sandre, je l'ai écrit, je l'ai adapté au théâtre, je l'ai adapté même à l'opéra de Lyon, et ensuite, je l'ai filmé. Et puis, j'ai fait même des photos avec ça. Donc, voilà, et à chaque fois, je découvre une autre dimension que je n'avais pas pu développer dans l'autre art. Et même quand par Notre-Dame du Nil, qui est encore un livre adapté, c'est un livre de Scholastique Mogasunga, une écrivaine rwandaise. Donc, et quand je l'ai vu, je dis, écoute, Scholastique, moi je ne vais pas illustrer ton livre. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que cachent tes mots, ce que cachent tes personnages et ce que toi, en tant qu'auteur, tu caches. Parce que nous, quand on écrit avec nos tripes, avec notre inconscience. Mais quand on adapte ça dans un autre médium, forcément, on essaye de remonter tout ce qui est dans notre inconscience à notre conscience. Et ça, c'est très important. Par exemple, au cinéma, et à chaque fois, par exemple, avec Golshifteh Farahani, quand je disais qu'il faut qu'à ce moment-là, tu dois jouer de cette manière, il me posait la question, mais pourquoi? Je devais lui expliquer, je devais justifier mon choix, etc. Alors qu'en littérature, non. Ça, c'est l'aspect le plus important pour moi. Deuxième chose, entre la littérature et le cinéma. Au cinéma, on est un enfant gâté. On est un enfant roi. On est là, toute une équipe à votre disposition. Vous criez, vous insultez, vous êtes roi, quoi. Voilà. C'est bien pour l'ego. Bah oui, il faut avouer. Et sans jouer avec les mots, dans le cinéma, on est cet enfant qui joue avec les Legos. Et quand on est adulte, avec son ego. Donc voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, on a envie que cet ego prenne quelques gifles. Et là, c'est la littérature. La littérature donne un sacré gifle à notre ego. Parce qu'on est tout seul face à l'écran de l'ordinateur qui est vide, la page qui est vide, etc. Et il n'y a personne avec qui vous puissiez partager vos doutes, vos incertitudes, vos insultes, vos colères, votre désespoir. Vous êtes tout seul. Et là, l'ego prend sacré gifle, en effet.
peut-être rebondir avec un extrait d'un des films de la bande-annonce. Voilà. Puisqu'on a parlé de la pierre de patience, on va prendre... voilà. Avec Koshifeh Farahani dans le rôle titre. Voilà. خوب هستی؟ زنده هستم. شوهرتان خوب است؟ زنده هستم. ملا گفت بعد 2 هفته شاید بتونی چیزی بگویم بشنوی. 16 روز شده. هنوز هیچ. به جنگ میرم. خوشحال هستم. تا نکردم. بالاخره همه ما پیدا کرد. دخترها رو پیشش مانده. هر کار. میدونم باید از همه چیز گپ بزن. زنگ صبر من. تو برای از درد آزاد کنی. چیزایی که بعد 10 سال هر روزی فقط حالی میتونم به تو بگویم. از وقتی مریض شدم همراهش گپ میزنم. هر چیزو برش میگم. حس میکنم سبک میشم. بیشی درو بیا. کارت چیست؟ رسمونه. به مردم لذت میدم. خوب شد که گفتی. اگه نی بر تجاوز میکردم. چی میخوای؟ چند؟ تو چی فکر کردی من فاشه نیستم؟ همیشه برات خواد گفتم و نمیفهمم چی خواد فکر کردی. دیگه چه میخوای؟ این بچه زود یاد میگیره. یک دفعه گرده کفک شدم از خنده. زود خود یادتو انداختم خندم چوب شد. دستشو میگیرم سر سینم میمانه. لای رانای چیزی نمیگه. چرا این گپا رو به تو میزنم؟ زنای دیگه این گپا رو نمیزنن. Voilà pour Pierre de Patience. Et je me tourne vers Ornella, puisque la question s'adresse également à vous, puisque vous circulez entre l'écriture, les arts visuels, les arts plastiques. À quel moment vous choisissez davantage le pinceau, l'appareil photo, que la plume? Comment vous choisissez quel instrument vous allez utiliser pour créer? Oh, je vais dire juste une phrase que moi j'aime profondément le film d'Attic, pas parce qu'il est là, mais parce que ce sont des films horizontaux, profonds, mais des films horizontaux, et ils sont à pas d'homme, vous voyez. On est tellement trituré par le cinéma américain. Voilà, c'est un film de pas d'homme, dans une horizontalité merveilleuse. Voilà. Et moi, j'ai commencé en fait à l'âge de 6 ans à peindre. Je vais faire très bref. J'ai fait l'Académie de Beaux-Arts sous l'idéologie marxiste-léniniste. Donc, on était imprégné par l'école soviétique. Je sors à l'Occident en 91. La peinture était complètement morte dans le monde de l'art contemporain. Il fallait que je survive autrement. J'ai appris la photo parce que je me suis dit, il me faut une profession, la peinture. Ce n'est pas une profession. La photo, ça pouvait être une profession. Mais j'ai fait un voyage avec la photo, mais je sentais que ça ne comblait pas en fait mon âme et que moi j'ai besoin de vraies batailles. Et la peinture, c'est une vraie bataille. L'écriture, c'est une vraie bataille. Or, la photo, me concernant, qui suis-je? Je parle strictement selon mon propre point de vue, très étréci. La photo m'offrait des choses magnifiques sans que je n'étais consciente. Je vois par exemple le portrait de quelqu'un et moi en fait je travaillais avec un appareil extrêmement particulier, Attic aussi là, choisi, Olympus Pen, ça casse en deux en fait le 24-36, il le fait 18-24, et avec une pellicule qui était absolument pas du tout censée pour photographier parce que c'était Polaroid, c'était de Polaroid, Polographe et Polachrome, qui sont des diapositives en fait. Mais c'était
tellement belle et magnifique. Et je l'ai développée toute seule. Et elle offrait des surprises tellement merveilleuses que je me suis dit, non, la photo, elle est très facile. J'y crois plus. Et je suis restée avec ce que moi j'appelle les vraies batailles, c'est-à-dire l'écriture et la photo. Quoique je flirte toujours avec l'écriture et la peinture, quoique je flirte toujours avec la photographie. Ça, c'est des photographies. Vous voyez, par exemple, ici, par exemple, pas trop, la photo est quasi parfaite, mais il y a plein de photos où les angles sont abîmés. Voilà, ça. Vous voyez, par exemple, ça? On voit pas trop. Tout qui est déchiré en haut et en bas, en fait, c'est la pellicule qui m'a offert cette merveille pour moi. Hein. C'est pas moi. Moi, j'ai pas voulu ça. Je ne savais pas qu'il allait avoir tous ces défauts qui mettaient en cause en fait la beauté. Parce que là, c'est une toute jeune fille avec son sens sublime. Et ce que j'amène de mes travaux, c'est en fait mettre en cause la beauté. Zénon, qui est le fondateur du stoïcisme de l'ancienne Grèce, Zénon d'Antiquité, a lancé une phrase qui a traversé les siècles et que tout l'Occident philosophique s'est jeté dessus pour le comprendre. Il dit « la beauté est une tyrannie courte ». Me concernant, c'est une tyrannie longue et de une façon, avec mon travail, je l'ai toujours mise en question et je voulais le blesser. Vous voyez, et le Polaroid, vous voyez comme les angles ils sont mangés, sur cette photo, même la figure, et ça me plaisait bien. Mais c'était un hasard qui a été offert. Or, la peinture ne laisse pas place au hasard, extrêmement, et l'écriture encore moins. Ça, par exemple, vous voyez, mais on ne voit pas du tout, parce qu'il y a les lumières, on ne voit pas. C'est toute cette ligne blanche, ou par exemple les petites griffures, cette mise en question de la beauté, c'est offerte par le Polaroid. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, évidemment, on peut faire des photos parfaites, je ne sais pas, avec un autre appareil, mais moi, c'est avec cela que je travaillais. Et aujourd'hui, comment j'avance, puisque Michel m'a demandé comment je switch entre les... je peux vous dire qu'en ce moment, je suis fatiguée de l'écriture et je n'ai pas assez d'énergie pour faire face à l'écriture, et donc je suis avec la peinture qui, je ne sais pas, pour X raisons, mais un peu plus légère. Intéressant. Alors, avant de vous inviter à d'autres lectures d'extraits de vos ouvrages, parlons de la lecture, puisque c'est ce qui nous réunit ce soir. Parlons de la lecture à travers vos histoires, les fictions que vous racontez, puisque la lecture est parfois un espace de résistance, un refuge dans des sociétés très encadrées, dans des carcans très verrouillés. Et pour vous, Ornella, c'est carrément, et je cite le pays où l'on ne meurt jamais, c'est une mine d'or, je vous cite, puisque l'héroïne se nourrit de Tchekhov, Kroupine, Tourguenieff, donc littérature plutôt de l'Est, bien évidemment. Et même l'héroïne va même jusqu'à vendre les bijoux de sa mère pour obtenir davantage à lire. Donc c'est que vraiment, il y a vraiment une valeur, une haute valeur donnée au livre. Est-ce que la lecture, finalement, était un acte si intime qu'il était clandestin? Je dirais pas cela, je utiliserai des mots plus terre à terre, plus simple. C'était une nécessité, tout simplement. J'étais née avec cette soif et j'ai passé 80% de ma vie au lit en train de lire. Et ma mère me disait, lève-toi, nettoie, tu n'es pas la fille de Rockefeller. Chez le mari, tu vas travailler, tu fais. Mais ma vie a fait en sorte que moi, je traverse l'existence encore comme une fille de Rockefeller, en train de lire dans mon lit. Il est ainsi. Et je suis nourrie, mon sang, véritablement, est constitué de littérature russe et littérature française. Pourquoi? Évidemment, on faisait partie de l'Union soviétique. Les Russes, ils étaient tous publiés, sauf il y avait des interdits. Hein. Il y avait Cholov, il y avait Dostoïevski, c'était interdit, mais Tolstoï,
Tourgueniev, Tchekhov, des merveilles absolues. Et évidemment, notre ex-dictateur Enver Hoxha, il avait fait ses études à Montpellier, donc il est resté très lié à la France, il était francophile, donc on avait tous les classiques français, et je pleurais toutes les larmes de mon corps avec la peau de chagrin, avec Manon Lescaut, avec Dame Camélia, avec Les Misérables, avec tout. Et où, en fait, j'étais véritablement très addict aux livres. Et c'était assez difficile de trouver parce qu'on était sous l'idéologie marxiste-léniniste, donc il fallait que quand même des livres qui vous instruisent. Et j'avais rencontré une professeure, une enseignante qui habitait au bout de ma rue, Nouria, et qu'il était prof dans une école lointaine. Et dans de la bibliothèque, on avait laissé des merveilles. Mais moi j'étais un enfant. Hein, si j'avais, je sais pas, 10 ans, je voulais les contes des frères Grimm parce qu'ils étaient interdits. Et évidemment, elles m'ont demandé en échange, pas de bijoux, mais de joaillerie. Et j'ai tout donné. Chaque livre, c'était une bague. Chaque livre, c'était un... Et le jour que ça fut découvert par ma mère et par moi, ça fut le... Et évidemment, ils sont allés chez Nouria pour chercher de récupérer les joailleries, mais ils avaient fondu et fait selon ses doigts, selon son propre désir. Et voilà, c'est comme ça. L'histoire. Et alors, je me tourne aussi vers Attic, puisque là aussi, la lecture, peut-être plus la lecture, les récits aussi. Les récits que se raconte un peuple. Dans Pierre de Patience, il y a vraiment cette idée où il y a des récits qui sont réécrits. Je pense à Pierre de Patience où le beau-père de l'héroïne veut réécrire le commencement de l'islam en désignant Khadija comme prophète à la place de Mahomet. À quel point ça peut être une voie d'émancipation, à quel point ça vous a libéré aussi? Oui, la lecture, c'est ça l'avantage. En effet, j'étais très très jeune, mais enfin, avant même d'entrer à l'école, que j'ai commencé un peu à apprendre à lire et à écrire, parce que mon père tenait beaucoup à ça, et ma mère aussi. Ma mère était institutrice, mon père était juge à ce moment-là. Et je me rappelle, j'étais tout jeune quand mon père avait demandé à un ami de la famille de construire une bibliothèque à la maison. Donc, je me rappelle, il est allé, je l'accompagnais, et il a pris, il y a une librairie énorme à Kaboul, au centre de Kaboul à l'époque, et on a acheté tout. Et en dehors de ça, toute la littérature classique persanophone. Et tous les grands classiques occidentaux traduits par les Iraniens, aussi en persan. Donc voilà, on avait une grosse bibliothèque à la maison et on a commencé très très jeune. Et c'est pourquoi, notamment dans notre famille, parce que j'appartiens à une famille assez grande, j'avais 11 oncles, 11 tantes du côté de ma mère et pas mal aussi du côté de mon père. Donc, mais parmi nous, notre famille, c'est vrai que c'était, je crois que c'était mon père qui tenait aussi ma mère, les deux à la lecture. Et on nous obligeait de lire. Je me rappelle quand mon père était en prison, j'avais 14 ans, 3 ans après son arrestation. Un jour, je suis allé pour le rendre visite. Il m'a donné en 2 volumes un livre. Il dit, mon fils, maintenant c'est le temps il faut que tu lises ça. C'était Les Misérables de Victor Hugo, traduit en persan. Et c'était un premier roman que j'ai lu. Et c'était une gifle, en effet, découvrir cette littérature, ce que c'est que le roman, parce que notre culture est très très influencée par la poésie. Le roman est venu très 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 tard, c'est-à-dire presque après 1950 en Afghanistan. Avant, ce n'était que de la poésie, parce que voilà, c'est une culture créée par la poésie depuis la nuit des temps, en effet. Et Kant,
en effet, les contes. Il y a beaucoup de contes. En effet, la pierre de patience, justement, c'est un conte, à vrai dire. Et vous avez, oui, raison de mettre le point justement dans Pierre de Patience, qui est un récit, un conte. Dans tous mes livres, il y a un conte populaire. Soit un conte préexistant, soit un conte que j'ai inventé. Donc, concernant vous avez fait l'allusion avec le beau-père de personnages féminins dans mon livre, qui lui parle justement de la pierre de patience, mais aussi un conte lui-même. Il a inventé ce conte de la pierre noire que l'on trouve à la Mecque aujourd'hui, depuis la nuit, ou encore depuis l'avènement de l'islam, alors que cette pierre existait bien avant. Bien sûr, Mahomet, il a fait que, justement, pour réconcilier deux tribus qui s'entretuaient, etc., grâce à cette pierre noire. Sachant que cette pierre noire, qui préexistait, c'était une pierre assez particulière dans cette région. C'était des pierres qui, comment dirais-je, sont blasphémées. Alors, les femmes stériles venaient se frotter le sexe contre cette pierre. Voilà. Le corps féminin encore, hein, je vois. Le corps féminin, absolument. Et tout à l'heure, quand vous avez regardé dans mes calémorphies l'origine, une sorte de l'origine du monde. Oui, l'origine du monde. On va le remettre. Voilà, l'origine du monde, à vrai dire, non, c'est pas ça. C'est... Oh non, ça c'est. Ah voilà. On y est. On y est. Là, par exemple, la partie sexuelle, c'est la pierre noire de la Mecque. Et je l'ai mis, évidemment, c'est pas pour la provocation, c'est plutôt pour la provocation. Donc, et là, je voulais montrer justement, c'est ce que l'origine du monde, toujours, comme tu as dit tout à l'heure, à propos de Dieu, tu vois, cet homme, etc. Mais dans la peinture de Courbet aussi, et puis dans la pierre noire aussi, je trouve justement la femme comme l'origine. Pourquoi ça? Vous voyez, la profession de foi en islam, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. C'était au nom de Dieu clément et miséricordieux. Mais c'est très étrange dans cette profession de foi. Pourquoi il y a deux fois clément et miséricordieux, alors que les deux sont synonymes? Rahman et Rahim. Même mon nom de famille, Rahimi, miséricordieux, exactement. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que ces deux mots, ils ont une même origine qui vient du mot Rahem. Rahem, ça veut dire utérus. Vous voyez? Donc, et c'est ça qu'à chaque fois, quand je parle avec mes compatriotes, les théologiens musulmans, et justement, on parle et dit, écoutez, attention, vous avez fait de l'islam quelque chose complètement, alors que philosophiquement parlant, et puis, non, c'est autre chose. Donc, là, l'utérus comme origine du monde. Et quand vous regardez, là, ce soir, regardez sur Internet, vous tapez la pierre noire de la Mecque, et vous allez voir
parce que tout le monde connaît sous forme de cubes comme ça installés. Mais non, la pierre noire est encastrée dans un coin de cette pierre et les gens viennent, justement, quand ils font 7 fois le tour de la Mecque, ils viennent toucher ça. Et vous allez voir, la forme, c'est exactement ça. L'utérus. Donc les musulmans, il faut qu'ils regardent à nouveau, rectifient leur religion un peu. Voilà. Je dis, moi aussi, je suis d'origine musulmane, donc j'étais. Donc les musulmans tournent autour du terrorisme. Exactement. Pas que les musulmans, je pense. Ah bah oui. Bah oui. C'est votre mission. Depuis des siècles, et on ne se rend pas compte ce que signifie ça. En effet, c'est l'utérus et toute l'humanité. Et Shams, le grand penseur du XIIIe, XIVe siècle, qui est le maître de Rumi, ici on connaît le Rumi, etc. Et lui, il disait une chose extraordinaire à propos de ça. Il dit, si on vous demande, parce que vous savez que le musulman, il se prie en direction de la Mecque. Et voilà. Et, Michel, non, parce que tu fais ça, c'est une histoire... c'est une histoire très drôle. Je vais raconter. Je reviens sur ça. Oui, cette pierre, vous voyez, quand on regarde, ça c'était le fondement de l'islam. Pourquoi c'est ça? Pourquoi cette fois tourner autour de ça sans comprendre en effet que c'est la femme? Et Shams disait, si on vous demande de prier vers la Mecque, n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, quand on se prie, vous enlevez la Mecque et vous allez voir qui prie qui. L'homme prie l'homme. Et ça, c'était très fort. Alors, de l'origine du monde à l'origine de cette soirée, qui était la lecture quand même, voilà, parce que je lis dans le visage de Michel qu'il faut aussi passer aux lectures. Et Ornella, quel extrait de quel ouvrage? Écoute, moi, je vais passer complètement dans une autre dimension. Ah, très bien. Et je vais casser le rythme pour rester dans l'inachevé, pas dans un artifice de commencement, point de culmination, quand c'est le roman du 19e. Donc, tu convoiteras pour une deuxième lecture. Oui. Où, en fait, la figure du père, ou la figure du père, parle de la médiocrité. Lazare, c'est le père de Caterina, qui est le personnage principal. Lazare porte en lui quelque chose d'insolite, dirait Caterina. Je n'ai pas rencontré chez les autres un tel bien, ce bien son nom dont il est lui propriétaire. Aujourd'hui encore, bien qu'il ait disparu, bien que peut-être il soit plus de ce monde, je l'imagine interrogeant ses connaissances, arrêtant les gens dans la rue, comme il le faisait quand j'étais enfant, j'entendais sa voix. Avez-vous hébergé ou bien hébergez-vous une espèce d'animal dans vos viscères? Un animal, comment dire, un animal prophétique qui susurre de certitude. Moi, je loge un dans mon estomac, vous disait-il en tapant légèrement son ventre. Lazare cherchera à vous montrer l'endroit précis. Souvent, cet animal me réveille au plus profond de la nuit et me parle. Il est incommode, je l'avoue. Il ne me laisse jamais en repos. Je suis née et il était déjà dans mon ventre. Lui, c'est peut-être moi, je ne saurais le dire. Je l'ai rencontré à l'âge d'11 ans. Je me souviens très bien de cette nuit-là, la nuit de la rencontre avec mon animal, je veux dire. Il ne parle jamais des femmes, jamais de sexe comme sa mère, vous direz Caterina. Il ne regarde pas les femmes, ses yeux étaient vides. Il est fou peut-être. Il a sodomisé maman vierge. Méfie-toi de cet homme, Caterina. Il n'est pas aussi neutre qu'il en a l'air aujourd'hui, si perdu dans l'être. Il a condamné sa femme par son oubli et sa négligence, comme Piotr. Écoute-le, mais ne crois pas à ses paroles. Ne crois pas les hommes. La mère
et l'amour, le vrai. Son père avait poursuivi, sache Caterina, que ces pauvres-là, les autres, peuvent te faire obstacle. Méfie-toi, ils sont nombreux, ils sont des millions, des milliards, et rien que cela leur donne de la force. Souviens-toi, mon enfant, leur médiocrité est dense, épaisse, touffue, en forêt de mauvaises herbes. Ferme les yeux, imagine la Caterina, cette forêt sans chemin, impénétrable, les lierres entrelacés, à des lianes tenaces. Eux, ils font obstacle au solitaire, à l'élu. Écoute-moi, Caterina, ils ne sont pas enclins à la sensibilité parce que médiocres. Quand on est médiocre, on jouit d'une plus grande persévérance. Caterina ne connaît pas cœur ce discours de son père. Elle ne l'a entendu qu'une fois, mais depuis, intervalles réguliers, ce discours lui revient comme un poème qu'elle connaîtrait de mémoire. Cette nuit-là, le discours de son père lui revient, surtout ces phrases. Écoute-moi, Caterina, ils ne sont pas enclins à la sensibilité parce que médiocres. Quand on est médiocre, on jouit d'une plus grande persévérance. Cette nuit, ces deux petites phrases lui font penser à son amant. Dans le noir de sa chambre, son père continue. Ils jouissent donc d'une persévérance rare, pas moi. Moi, je manque de persévérance. Sais-tu pourquoi, mon enfant? Parce que je suis talentueux. Parce que je suis exposé à la douleur, à la joie plus que eux. Ils souffrent moi, voire ils ne souffrent pas du tout. Le père, pour Caterina, ne parle de ce que signifie être un étranger. Moi, je souffre, toi tu souffres, Caterina. Je le vois dans tes yeux, même si tu ne dis rien. Sais-tu pourquoi je souffre, mon enfant? Parce que je suis exposé à la vie, surexposé, oui. Comme nu sous le soleil, embrasé, cette exposition provoque des brûlures irrémédiables. Te demandes-tu pourquoi parfois je suis clouée au lit et que tu ne me vois pas pendant des semaines d'affilée? Je m'arrête là. Vous êtes conteur, mais vous êtes aussi lecteur, donc vous allez nous lire le poème qui est à la droite du public, oui. Voilà. Alors, ça, c'est mon dernier peinture. Oui, c'est ma dernière peinture. Oui, enfin, dernier, c'est... Alors, c'est quelque chose de très particulier parce que je mélange... Bon, enfin, c'est juste avec l'eau et l'encre chine que je fais ça. Et ça, c'est le corps, vous voyez, etc., etc. Alors, le poème qui accompagne ce dessin, je le lis en personne d'abord. C'est juste l'histoire de... Juste une petite indication, il répond aussi à la création d'Ornella. Ah bah, elle va nous parler tout à l'heure. nous parler aussi, voilà, Absolument. آن لحظه که تنت با شب می آمیزد بسترم رویایی است برای آهوان صحرایی هوس. À l'instant où ton corps se résout avec la nuit, mon lit devient un rêve pour les biches sauvages de désir. Voilà. Et la dernière intervention, c'est celle d'Ornella, pour clôturer cette soirée et pour nous expliquer votre création ici. Et si vous voulez terminer par une lecture ou non, voilà. Vous êtes carte blanche pour essayer d'achever notre inachevé. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec les signatures. Mais Michel m'a proposé de faire un duo de signatures. Je me suis pliée avec grâce parce que je suis quelqu'un de très généreux. Non, c'est vrai. Parce que quand je peins, je ne sens pas l'élan, le désir, la nécessité de signer ma peinture. Normalement, c'est signé. Quoique, quand il y avait, avant Giotto, la peinture plus ancienne, on ne signait pas. Parce que c'était un don et on ne savait pas de qui appartenait la peinture. La signature est venue beaucoup plus tard. En fait, le don, c'était anonyme et ça n'avait pas du tout coïncidé avec une certaine vanité de mettre sa propre empreinte. C'est pas que je m'inscris
avec cette modestie. Hein. J'ai pas encore tué toute vanité en moi. Mais avec la peinture, j'ai beaucoup de mal à signer. Et il est vrai que la signature est extrêmement difficile me concernant. Il y a des gens qui le lâchent comme ça très facilement. Moi, parfois, je l'ai enfui dans les figures, dans le chien, tout petit peu. On ne le voit pas, il faudra le savoir. Et après, en fait, je l'écris désormais derrière la toile. Et la signature, pour moi, c'est une autre histoire que je n'arrive pas à l'interposer avec l'image. Ici, je le fais juste pour rendre heureuse, parce que c'est mon but dans le monde. J'ai le syndrome de Christ, je veux rendre heureux et sauver tout le monde. Michel le sait pas. Et je me suis aventurée avec le OV de mon nom sur une figure de femme que j'ai exposée cette fois-ci en Allemagne. Et en laissant libre espace à mon inconscient de mettre le rouge comme bien il voulait. Évidemment, j'ai un lien particulier avec la couleur rouge, parce que pour moi, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la violence et de l'intensité. Donc, comprenez-moi bien, hein, c'est pas que j'aime la violence, c'est une violence sublimisée. Donc voilà pourquoi avec le rouge. Et notre attique, avec la pierre noire, en fait l'utérus. Et moi, en sorte aussi. Ah, en fait, maintenant que je le vois, l'utérus et le clitoris. Vous voyez, le clitoris, c'est véritablement, c'est un voyage, si vous allez le voir. Michel est complètement terrifié. Non, mais allez-y, maintenant, c'est moi. Attic, vous moi, je vois autre chose. Non. Attic, arrête. Non, Michel. Alors, écoute. Ah, oui. Bon, il y a les deux. C'est génial. Non, Attic vous a invité de regarder Wikipédia, d'où vient la pierre noire, l'utérus, Je vous invite à mon tour de voir Wikipédia, le dessin de clitoris. Je suis désolée, c'est un organe comme un autre, on peut en parler. Mais en effet, il y a le clitoris, il y a le pénis. Drôlement. Et notre soirée s'achève avec le commencement, hommes et femmes, et l'humanité qui suit. Magnifique, wow. Magnifique. Magnifique. Et quand même, non, tu n'achèves pas. Non, je commence. Tu inachèves. Pourquoi? Parce que le fait dans la peinture, le moment où, toi en tant que peintre, tu sais très bien, quand on signe, ça veut dire c'est la fin de la peinture. Et comme ça, comme toi, tu signes pas, ça veut dire que tu laisses inachever tes œuvres. Oui, parce qu'on le rappelle que le mot... Non, parce qu'on rappelle que le mot humilité en albanais n'existe pas. C'est ce que vous dites. Absolument. Voilà. Tout s'explique. Merci à vous tous. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous deux. Merci Michel, tu nous as mis tellement à l'aise. Merci, bravo. Bravo. Comme si l'Attic n'était pas à l'aise. Non, mais un mot. Michel s'est battu. Pas pour jeter des fleurs. Alors moi, sinon, je me tais. Je suis dans une nature très... Elle s'est battue pour cette rencontre, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Voilà. Et c'est véritablement sa santé pour cette rencontre. Elle a tout fait, elle a tout porté. Donc, un vrai remerciement à cette fille géniale. Merci Michel. Merci Michel. Et merci à Nicolas. Merci Nicolas pour technicien. Et pour merci le Merci au musée. musée. Allez. Et il y a une question ou pas, dans le public ou pas? Est-ce que vous vous sauvez? Vous avez une question? Alors je vais vous dire, non, attendez, ne partez pas. Moi,
moi aussi j'ai une petite blague. C'est pas possible. Alors, Atik a dit, posez-nous des questions parce qu'on a des réponses. Alors, il y a une blague juive que personne ne comprend quand je l'ai dit. Je suis désolée, c'est mon psychoanalyste, qui était juif, qu'il est d'ailleurs, Michel Gribinski, qui était éditeur, après Pontalis chez Gallimard, un monsieur cultivé, exquis, que je cherchais toujours le provoquer en lui disant, si vous étiez jeune, monsieur Gribinski, comment vous réagirez si moi je vous amène maintenant tout de suite dans les toilettes? Vous imaginez, j'avais 37 ans, il a 77, donc voilà. Mais il m'avait, parce qu'en fait, je lui posais des questions, comme s'il avait les réponses, le pauvre. Et un jour, il me dit, avec sa culture juive, il me dit, dans le village, il y a un rabbin qui descend. En train de descendre, il crie « Qui a des questions? Qui a des questions? J'ai des réponses !» J'ai des réponses, qui a des questions?